congénères. Salut les gens. Ravi de vous retrouver dans notre zone de dépression sélective. La dernière fois, nous avons parlé de l'adaptation en tant que mécanisme de stabilisation au niveau populationnel. Bon ok, mais dans les faits, c'est quoi une population? Et une espèce, ça se définit comment? Faisons un rapide historique et jetons un œil. J'ai rien dit. Jetons un œil, disais-je, à ce que je préfère en biologie, ranger dans des cases. Par contre, je vous préviens, ça va être un brin velu. La taxonomie, ou taxinomie, les deux se disent, est la méthode de classification en biologie qui consiste à ranger les êtres vivants dans des catégories qu'on appelle communément des taxons. Le père de cette méthode était un naturaliste suédois du XVIIIe siècle nommé Carl von Linné, qui a présenté son concept dans son Systema Naturae et qui avait pour but de classer l'œuvre du créateur. Car oui, on en a déjà parlé, Linné était fixiste. À l'époque d'ailleurs, certains déclarèrent en le raillant quelque peu « Dieu a créé, Linné a classé ». On peut le railler, n'empêche qu'on utilise toujours son système aujourd'hui. D'ailleurs, on appelle la science de la classification la systématique. Linné publiera plusieurs versions corrigées de son système naturel, se basant notamment sur l'anatomie comparée, la génétique n'existant pas encore, vous vous en doutiez, afin de classer ces espèces par partage de caractères communs, les amenant à appartenir à la même catégorie. Car il l'apprendra lui-même, l'apparence extérieure ne fait pas tout. Ainsi, dans la première version de son ouvrage, Linné rangea la baleine dans les poissons. Il corrigera cela plus tard et la rétablira à sa place actuelle, celle des mammifères, car possédant des poumons et des glandes mammaires chez les femelles. On lui reconnaîtra une chose cependant, l'homme est intégré au système également, en tant que primate, ce qui signifie premier. Ouais, faut quand même pas déconner, l'homme reste de première importance, et cette classification conserve une vision hiérarchisée du vivant, avec l'homme au sommet en tant qu'œuvre finale du divin. En parlant du divin, son empreinte marque en profondeur le système de Linné. Aussi ce dernier crée-t-il seulement 7 taxons de base pour tout classer, ce chiffre ayant une symbolique dans la Bible. Genèse, création, 7 jours, toi-même tu sais. Ces 7 taxons, du plus large au plus restreint, l'ensemble étant en imbrication façon Papyrus, sont règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. On retiendra en particulier les 2 derniers pour nommer les êtres vivants sans avoir à refaire tout le CV à chaque fois. C'est ce qu'on appelle la nomenclature binominale, et on l'utilise encore de nos jours. C'est d'ailleurs Linné qui nomma l'homme Homo sapiens. L'homme qui sait. On appréciera la modestie. Avec comme description nosce te ipsum. Connais-toi toi-même. Rien que ça, il s'est foulé le mec. Par convention, le nom de genre prend une majuscule, l'espèce une minuscule et l'ensemble doit ressortir du texte. On se base sur des racines grecques et latines bien entendu, c'est la norme dans les sciences de cette époque. Cependant, 7 taxons ça ne suffit évidemment pas, ce qui obligea à créer des sous-embranchements, des superfamilles, des infraordres, des sous-espèces et autres variétés. Maintenant, on ne parle plus que de taxons de façon générique, pour simplifier. Seule l'espèce est encore aujourd'hui considérée comme l'unité de base du monde vivant, comme une notion sacrée de la biologie, ce qui va nous poser quelques problèmes. Arrive la notion de transformation des espèces. Cela n'aura pas une énorme incidence sur cette classification, hormis le fait que l'on peut mettre les ressemblances des différents membres d'un même taxon sur le compte de liens de parenté. Cependant, va subsister encore longtemps, et même encore dans la pensée populaire d'aujourd'hui, une idée de hiérarchie dans le monde vivant, héritée d'Aristote et de la pensée grecque classique, selon une échelle naturelle des êtres. C'est ce qu'on appelle le scanisme. C'est ce qui est encore à l'origine d'arbres du vivant orientés dans une direction anthropocentrée, de la maxime l'homme descend du singe, ou de cette putain de frise qui représente l'évolution comme une ligne droite allant du simple au complexe. Ne t'emporte pas, canne blanche, car la pensée darwinienne va corriger tout ça. Mais pas Darwin lui-même, je précise. Stop la hiérarchie. Les taxons deviennent assimilables à des ensembles d'organismes présentant des caractères similaires hérités d'un ancêtre commun, permettant la construction d'arbres représentant les relations phylogénétiques entre les êtres vivants. En gros, c'est une sorte d'arbre généalogique pour tout vivant, mais ça reste un outil différent car on ne représente que le degré d'apparentement. La direction des branches de l'arbre n'est qu'une représentation du temps et des générations. Pas de jugement de valeur ici, pas d'être supérieur ou inférieur. Tous les organismes contemporains sont représentés sur un même niveau. Attends, c'est quoi ce schéma tout pourri? Tu l'as fait en fermant les yeux ou quoi?
Ok, je retire ce que j'ai dit, c'est parfait. Les taxons deviennent alors des clades, ou autrement dit des groupes monophylétiques, c'est-à-dire des groupes rassemblant un ancêtre commun et tous ses descendants. Déterminés par des partages de caractères. Tout groupe défini par une absence de caractère commun, Les invertébrés par exemple. ou ne contenant pas tous les descendants d'un même ancêtre commun, Ceux qui forment un groupe paraphylétique, comme les reptiles ou les poissons. n'existe plus, car considéré comme faux d'un point de vue phylogénétique. La cladistique est née. Plus de linéarité. Le vivant est un grand buisson où chaque rameau terminal ou feuille périphérique est une espèce actuelle. Homme compris. Puis lorsque l'on remonte les branches vers leur base, on remonte le temps jusqu'à un tronc commun qui est le dernier ancêtre commun universel, ou DACU. Personnellement, je préfère la dénomination anglophone, Last Universal Common Ancestor, parce que ça fait Lucas, et c'est plus classe. À préciser qu'un ancêtre commun n'est qu'hypothétique, il n'est en rien réel et n'a qu'une valeur conceptuelle, et est déterminé par ce que l'on sait des espèces issues et à l'origine de sa lignée. En effet, il s'agit de l'extrapolation d'un individu type représentatif d'une population qui, elle, fut variable, donc il ne peut exister de fossiles d'un tel être. Par exemple, on peut supposer que Lucas était un unicellulaire prokaryote, Cellules sans noyau, comme les bactéries actuelles. et possédait de l'ADN, unité de base de tout le vivant connu sur Terre, y compris des espèces disparues. ADN ancien, de mammouth, de néandertalien, à l'appui. Aussi, par extension, l'homme ne descend pas du singe. L'homme est un singe, partageant un ancêtre commun Et donc ses caractères, avec tous les autres primates, le chimpanzé étant son plus proche parent, notre frère d'évolution en quelque sorte. C'est-à-dire que nos lignées se sont séparées récemment à l'échelle géologique, environ 6-7 millions d'années. et que donc nous sommes très similaires. Entre 98 et 99% d'ADN en commun. D'ailleurs, lors de sa découverte, le chimpanzé avait été classé dans le genre Homo avant d'être diabolisé. Nous sommes donc cousins avec tous les organismes vivants de la planète, partageant 80% de notre ADN avec la souris, et même 50% avec le chou. Notons également, histoire d'enrayer davantage cette idée de tendance à la complexification du vivant que certaines défendent encore, qu'aujourd'hui, en termes de quantité, plus de 99% de la biomasse est représentée par les unicellulaires prokaryotes. Bactéries et archées. Ou encore que dans le règne animal, en termes de diversité, plus de 75% des espèces connues sont des insectes, et que l'on compte 2 fois plus d'espèces d'oiseaux que d'espèces de mammifères, donc on repassera pour l'homme au centre du monde. Et c'est sans compter la variation intraspécifique. Bon, nous voilà toujours avec cette notion d'espèce. Mais dans les faits, comment on la définit et en quoi elle pose problème d'un point de vue évolutionnaire? Déjà, des définitions de l'espèce, il y en a des tas. La plus courante est la suivante. Une espèce est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde, dans des conditions naturelles. Merci Wikipédia. Bon, ça a l'air bien dit comme ça, mais dans la réalité ça ne marche pas. Beaucoup de formes vivantes considérées comme des espèces distinctes sont tout à fait capables de se reproduire entre elles et d'avoir une descendance féconde. C'est notamment très fréquent chez les plantes, et bien plus qu'on ne le pensait chez les animaux, à tel point que l'hybridation semble faire partie intégrante des mécanismes participant à l'évolution. Nous-mêmes semblons être le résultat de multiples hybridations anciennes, avec d'autres espèces humaines cousines aujourd'hui disparues, comme l'homme de Néandertal ou les Denisoviens, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. De plus, l'espèce est un concept fixe, stable, basé sur un type. Or, rien n'est figé dans la nature. Les changements évolutifs sont un phénomène continu. Donc, comment déterminer la limite entre deux espèces? À quel moment passe-t-on d'une espèce mère à une espèce fille? C'est le problème de tout concept flou. Il a une application pratique mais se confronte à des obstacles quand on l'expose à la réalité des faits. Un non-humain ne donnera jamais naissance à un humain, comme ça, d'un coup. Seuls les individus sont réels, des individus qui varient, et l'apparente homogénéité d'une population n'est que le résultat artificiel de la variation qui crée l'adaptation. Mais on ne peut pas nommer chaque individu d'une population, c'est ingérable. Donc pour travailler, les biologistes ont besoin de créer des ensembles logiques via cette valeur conceptuelle qu'est l'espèce. C'est un outil et une facilité de langage qui restent fort utiles. Au mieux, d'un point de vue cladistique, on peut juste définir une variété comme une espèce en voie de formation, une espèce comme un genre en voie de formation, etc. pour paraphraser Darwin dans l'origine des espèces. Dans tous les cas, l'espèce est un concept et non une réalité. On peut à la rigueur considérer comme une réalité biologique naturelle des populations, mais sans oublier que ce sont les observateurs humains qui en définissent les critères, les limites et la dénomination.
Toutes les espèces d'un même clade partagent donc des caractères semblables avec le dernier ancêtre commun, c'est ce qu'on appelle des caractères ancestraux. Ou primitif. Et ce qui va déterminer la divergence de sous-groupes va être la possession ou non de nouveaux caractères spécifiques non partagés, dits caractères dérivés. Ou évolué. Il n'existe donc pas d'espèces primitives ou évoluées, seulement des caractères, et chaque espèce est une mosaïque de caractères. Par exemple, le fait de posséder 5 doigts est un caractère ancestral car apparu précocement dans le clade des tétrapodes, mais le fait d'avoir un pouce opposable est un caractère dérivé propre aux primates. Après, tout dépend du référentiel choisi. Si on prend comme dernier ancêtre commun celui des primates, ça devient du coup un caractère ancestral. Au même titre, il semblerait que l'aptitude à la bipédie soit également un caractère plutôt ancestral. Beaucoup de singes anthropoïdes anciens semblant présenter cette capacité en plus de celle de grimper, dans le cadre d'un répertoire locomoteur diversifié. Cependant, notre forme de bipédie exclusive serait, elle, bien un caractère dérivé, mais au même titre que la locomotion très spécifique des chimpanzés dite en knuckle walking. Marche sur les phalanges. Puisqu'il semblerait que leurs ancêtres fossiles ne possédaient pas cette caractéristique et étaient aptes à une bipédie plus fréquente, faculté qu'ils auraient perdue plus récemment. Il est alors amusant de se dire, sans jugement de valeur, que nous avons évolué vers plus de bipédie, au même titre que les chimpanzés ont eux évolué vers plus de quadrupédie, par le biais de pressions de sélection différentes pour nos deux lignages. En bref, tous les êtres vivants ont un lien de parenté plus ou moins proche, mais tous descendent d'une souche commune à l'origine de notre code génétique. Afin d'étoffer mon propos, je vous suggère quelques œuvres qui se rapportent au sujet. L'excellent documentaire Espèces d'espèces, coproduit notamment par Arte et le Muséum national d'histoire naturelle, en ce qui concerne la classification systématique. La série de vidéos Évolution des clés pour comprendre, en particulier celle sur la baleine en ce qui concerne la phylogénie. La chaîne biologique, notamment la vidéo Les poissons n'existent pas, en ce qui concerne la cladistique. La chaîne Dirty Biology, notamment la vidéo Sommes-nous humains en ce qui concerne la notion d'espèce. La chaîne La Tronchambier, notamment la vidéo L'œuf et la poule en ce qui concerne la notion d'espèce.